Jules Barbet d'Aurevilly est né le jour des morts. Il est né en effet le 2 novembre 1808, le jour de la commémoration de tous les fidèles défunts. Et pour célébrer ces 217 ans, je me trouve dans le cimetière de Château-Gombert, dans le 13e arrondissement de Marseille. Château-Gombert est l'un des très rares quartiers authentiquement provençaux d'une ville qui ne l'est pas et qui ne l'a jamais été. Alors au bout de cette allée se trouvent deux tombes tout à fait remarquables, ou plutôt deux tombes de femmes tout à fait remarquables. Voilà, il faut d'abord pour cela passer devant la tombe de la famille James, sur sa gauche, et puis poursuivre jusqu'au bout de cette allée. Commémoration de tous les fidèles défunts, ou bien jour des morts. Le catéchisme nous dit que ceux qui sont passés sur l'autre rive sont aussi et davantage vivants que nous. Barbet explicitait ainsi: il n'y a que la mort qui soit vivante dans ce singulier monde qu'on appelle la vie. Alors quelles sont les deux actrices, car ce sont deux actrices qui sont enterrées au bout de cette allée? Eh bien ce sont Juliette Villard qui a interprété à la télévision en 1970 la Sarah de Maupers de la pièce Axel de Villiers de l'Isle-Adam, adaptée par Louis Pauwels. C'est Michel Marmin qui me l'a rappelé il y a quelques jours. Elle a également joué au théâtre en 69 le Concile d'amour d'Oscar Panizza. Et puis en face de Juliette Villard, de cette actrice à la beauté bouleversante qui a très peu joué, se trouve, figurez-vous, Simone Simon. Pourquoi est-ce que j'en parle aujourd'hui? Eh bien parce que au début de la nouvelle Le bonheur dans le crime de Barbet, les protagonistes se promènent au jardin des plantes et le narrateur se trouve devant une panthère aux yeux d'émeraude. Et il décrit ainsi l'apparition d'un couple. Et vous allez voir à quel point la description de la féline Simone Simon est à tomber par terre de justesse, de véracité. C'était un homme et une femme, tous deux de haute taille, et qui, dès le premier regard que je leur jetai, me firent l'effet d'appartenir au rang élevé du monde parisien. Ils n'étaient jeunes ni l'un ni l'autre, mais néanmoins parfaitement beaux. Un peu plus loin, cette femme prenait encore plus le regard que l'homme qui l'accompagnait, et elle le captivait plus longtemps. Elle était grande comme lui, sa tête atteignait presque à la sienne, et comme elle était aussi tout en noir, elle faisait penser à la grande Isis noire du musée égyptien, par l'ampleur de ses formes, la fierté mystérieuse et la force. Chose étrange, dans le rapprochement de ce beau couple, c'était la femme qui avait les muscles et l'homme qui avait les nerfs. Je ne la voyais alors que de profil, mais le profil, c'est l'écueil de la beauté, ou son attestation la plus éclatante. Jamais, je crois, je n'en avais vu de plus pur et de plus altier. Quant à ses yeux, écoutez bien cette description des yeux de Simone Simon. Quant à ses yeux, je n'en pouvais juger, fixés qu'ils étaient sur la panthère, laquelle sans doute en recevait une impression magnétique et désagréable, car immobile déjà, elle sembla s'enfoncer de plus en plus dans cette immobilité rigide, à mesure que la femme, venue pour la voir, la regardait. Et comme les chats à la lumière qui les éblouit, sans que sa tête bougeât d'une ligne, sans que la fine extrémité de sa moustache seulement frémît, la panthère, après avoir clignoté quelque temps, et comme n'en pouvant pas supporter davantage, rentra lentement sous les coulisses tirées de ses paupières, les deux étoiles vertes de ses regards. Elle se claquemurait. « Eh, panthère contre panthère » fit le docteur à mon oreille.
mais le satin est plus fort que le velours. Le satin, c'était la femme qui avait une robe de cette étoffe miroitante, une robe à longue traîne. Et il avait vu juste, le docteur, noire, souple d'articulation, aussi puissante, aussi royale d'attitude, dans son espèce d'une beauté égale et d'un charme encore plus inquiétant. La femme, l'inconnue, était comme une panthère humaine, dressée devant la panthère animale qu'elle éclipsait. Et la bête venait de le sentir sans doute quand elle avait fermé les yeux. Mais la femme, si c'en était un, ne se contenta pas de ce triomphe. Elle manqua de générosité. Elle voulut que sa rivale vît qui l'humiliait et rouvrit les yeux pour la voir. Aussi, défaisant sans mot dire les 12 boutons du gant violet qui moulait son magnifique avant-bras, elle ôta ce gant et passant audacieusement sa main entre les barreaux de la cage, elle en fouetta le museau court de la panthère qui ne fit qu'un mouvement. Mais quel mouvement! Et d'un coup de dent rapide comme l'éclair. Un cri partit du groupe où nous étions. Nous avions cru le poignet emporté. Ce n'était que le gant. La panthère l'avait englouti. La formidable bête outragée avait rouvert des yeux affreusement dilatés et ses naseaux foncés vibraient encore. Elle se retourna de 3/4 pour le regarder baisant son poignet nu, et je vis ses yeux à elle, ses yeux qui fascinaient des tigres, et qui étaient à présent fascinés par un homme, ses yeux, 2 larges diamants noirs, taillés pour toutes les fiertés de la vie, et qui n'exprimaient plus en le regardant que toutes les adorations de l'amour. Ces yeux-là étaient et disaient tout un poème. L'homme n'avait pas lâché le bras, qui avait dû sentir l'haleine fiévreuse de la panthère, et le tenant replié sur son cœur, il entraîna la femme dans la grande allée du jardin, indifférent aux murmures et aux exclamations du groupe populaire, encore ému du danger que l'imprudente venait de courir, et qu'il retraversa tranquillement. Ils passèrent auprès de nous, le docteur et moi, mais leurs visages tournés l'un vers l'autre, se serrant flanc contre flanc comme s'ils avaient voulu se pénétrer, entrer, lui dans elle dans lui, et ne faire qu'un seul corps à eux deux, en ne regardant rien qu'eux-mêmes. C'étaient, aurait-on cru aller voir ainsi passer, des créatures supérieures, qui n'apercevaient pas même à leurs orteils la terre sur laquelle ils marchaient, et qui traversaient le monde dans leurs nuages, comme, dans Homère, les immortels.